Si on détaille un petit peu maintenant le pays, c'est des matériaux organiques installés à la surface. Il y a plusieurs matériaux qu'on peut utiliser comme pays. Donc, vous pouvez noter ça, la partie qui est en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire un pays? Des journaux déchiquetés en général, du gazon coupé, des feuilles mortes, de la paille, des aiguilles de pin, des écorces et copeaux de bois. Souvent, on utilise ça, hein, du paillis de cèdre, de pin, de pruche, des écailles de sarrasin, des écailles de cacao, de la fibre de noix de coco, de la tourbe de sphaigne, etc. J'ai écrit juste en bas, à peu près n'importe quel matériau organique grossier pourrait servir à faire un pays. Nota bene, on peut aussi faire un mélange de matériaux, et souvent on va faire des matériaux sous pays. Exemple, des feuilles mortes ou du papier journal sous un paillis de cèdre. Donc, des feuilles mortes, du gazon coupé, du papier journal, puis on met un beau paillis de cèdre par-dessus ça, ça va nous faire comme 2 couches de paillis, c'est encore plus efficace et c'est aussi beaucoup plus économique. Les avantages du paillis sont nombreux, on les a déjà vus aussi, fait que j'y vais rapidement. Ça diminue le travail de désherbage, évidemment il y a beaucoup moins de mauvaises herbes si le sol est paillé. Ça garde le sol humide, c'est probablement le principal avantage du paillis, donc beaucoup moins d'arrosage. Ça maintient la température du sol plus stable, moins chaud durant le jour l'été, moins froid durant la nuit l'automne. C'est une source de matière organique à mesure que ça se décompose tranquillement et d'éléments nutritifs lors de sa décomposition. Ça favorise les vers de terre et la vie microbienne parce que les conditions de température et d'humidité sont beaucoup plus stables en dessous du pays, donc c'est donc bon pour la vie microbienne. Ça nuit à certains insectes nuisibles. Ça diminue aussi l'érosion et la compaction du sol en gardant le sol stable et en le protégeant. D'ailleurs, dans la nature, du sol nu, ça n'existe pas. C'est les humains qui ont inventé ça. Un peu comme la monoculture, hein? Un champ de patates avec juste des patates puis un sol à nu. Ça, c'est l'œuvre des humains. Parce que dans la nature, il y a toujours des matériaux organiques en décomposition à la surface du sol. Promenez-vous dans une forêt, vous ne verrez pas ça, un sol à nu. Il y a toujours des feuilles mortes, des aiguilles de pin, des matériaux qui se décomposent à la surface. Donc, quand on met du paillis dans une plate-bande, on reproduit un petit peu ce qui se fait dans la nature, c'est-à-dire des matériaux qui couvrent le sol, qui le protègent et qui en même temps se décomposent lentement et libèrent de l'humus et des éléments nutritifs. Donc, très bon point pour le paillis. Donc, le paillis va avoir plusieurs avantages pour les sols et éventuellement pour les plantes. Malheureusement, le paillis, ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients. Le temps d'installation, ça prend quand même du temps à installer du paillis au printemps dans des plates-bandes. Ça ralentit le réchauffement du sol au printemps si on laisse le paillis en permanence sur le sol. C'est une couche isolante, mais la couche isolante, elle fonctionne dans les deux sens. Si c'est l'hiver et le sol est gelé, quand le printemps arrive, bien, la chaleur va avoir plus de difficulté à s'installer dans le sol si on a un paillis qui est là en permanence. Donc, les vivaces vont partir un petit peu plus tard. Si vous l'installez chaque année un nouveau paillis, installez pas trop tôt au printemps, laissez le temps au sol de se réchauffer un peu. Si vous le laissez en permanence, bien, vous faites le deuil que ça va décoller un petit peu plus tard dans votre plate-bande parce que le frais va rester un petit peu plus longtemps dans le sol. Ça peut favoriser la présence de limaces lors d'étés pluvieux. Ça peut provoquer des légères carences en azote, même si on le laisse en surface. C'est surtout quand on l'incorpore en profondeur. Mais même en surface, il y a toujours des micro-organismes qui viennent travailler par en dessous et qui décomposent un petit peu de paillis et qui vont bouffer un peu d'azote du sol. Donc, ça peut faire des légères carences en azote. Ce qui est suggéré, c'est d'épandre un petit peu d'engrais azoté avant de mettre son paillis au sol, pour contrecarrer cet effet-là, évidemment. Et moins d'entrée d'eau dans le sol lors de pluie. S'il ne pleut pas fort, évidemment, le paillis va absorber les premiers millilitres d'eau avant que ça se rende aux racines. Ça, c'est des petits inconvénients du paillis. Et j'ai mis l'aspect esthétique est un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Hein? Il y a du monde qui trouve ça beau, du paillis, puis il y a du monde qui trouve ça laid. Ça se discute pas. Quantité et coût, on suggère de mettre le paillis au moins 2,5 cm d'épaisseur. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un minimum pour avoir un effet de paillis. Idéalement, on va même monter ça à 10 cm et moi, personnellement, j'en mets souvent plus que ça. Donc, on dit 2,5 à 10 cm. Plus on augmente la quantité, meilleur est l'effet. Il ne faut pas non plus mettre 3 pieds de paillis puis cacher les plantes, là. Mais de façon raisonnable, je vous dirais que l'ordre de grandeur est à peu près entre 2,5 et 10 cm. J'aurais plus tendance à aller du côté du 10 cm que du 2,5. Mais quelqu'un qui a un budget réduit et qui veut mettre juste un petit peu de paillis, déjà à 2,5 cm, on a des effets intéressants. Et le coût,
environ 4 du mètre carré. C'est seulement le coût du matériau. Et là, je parle du paillis naturel en vrac. Donc, si vous faites livrer du paillis en vrac et vous les prenez sur des grandes plates-bandes puis vous voulez savoir combien ça va vous coûter à peu près, ordre de grandeur, environ 4 du mètre carré. Donc, si vous avez une plate-bande de 50 mètres carrés, puis vous mettez du paillis dessus à 4 le mètre carré, ça reviendrait par exemple à 200 dans cet exemple-là. Seulement le coût du paillis, évidemment. Et le dernier point, la mycorhize, il y en a été question dans les vidéos précédentes. Donc, c'est une association ou une symbiose entre un champignon et une racine de plante. Ça existe déjà dans la nature, on n'a rien inventé. C'est utilisé commercialement un peu partout dans le monde. Et l'utilisation de la mycorhize est respectueuse de l'environnement. C'est très écologique de travailler avec la mycorhize parce qu'on va beaucoup moins arroser, on va moins consommer d'eau. Comment ça fonctionne? On l'a déjà vu aussi, et je vous laisse compléter vos notes. Les champignons se fixent sur les racines des plantes et créent de nombreuses ramifications. Avantage, extension du système de racines. C'est comme si les racines étaient plus longues, elles ne le sont pas, c'est comme des rallonges de cheveux. Donc, c'est des rallonges de racines. Donc, avantage, extension du système de racines qui permet une meilleure assimilation de l'eau et des éléments nutritifs. Évidemment, la plante va aller chercher plus facilement de l'eau et des minéraux. Cela apporte de nombreux avantages pour la plante. Meilleur taux de survie à la plantation, meilleure reprise, meilleure tolérance à la sécheresse et au stress en général. Et ça a aussi plusieurs autres avantages. C'est tellement efficace la mycorhize qu'il y a certaines jardineries, quand vous achetez des végétaux et que vous achetez de la mycorhize en même temps, vous avez les deux sur la même facture, ils vont augmenter la durée de la garantie du végétaux. Par exemple, vous achetez des arbustes, puis c'est garanti pour 3 mois. Si vous avez de la mycorhize sur la facture qui montre que vous allez utiliser de la mycorhize au moment de la plantation, votre garantie va être prolongée, par exemple, à 2 ans. Donc, il y a certaines jardineries qui vont augmenter la durée de la garantie des végétaux quand on achète de la mycorhize, sachant très bien que des plantes mycorhizées, ça survit beaucoup mieux. Information supplémentaire. Le champignon mycorhizateur, Glomus intraradices, peut être mélangé à de la perlite, de la vermiculite ou de la tourbe de sphagne. On avait déjà vu ça aussi dans une vidéo. Donc, ce n'est pas juste de la mycorhize qu'on a dans un contenant de mycorhize, c'est de la mycorhize mélangée avec un substrat inerte. Donc, c'est de la poudre de mycorhize mélangée souvent avec des grains de perlite. On doit l'appliquer lors de la plantation et ne pas mettre trop de phosphore. Une des fonctions de la mycorhize, c'est d'aller chercher le phosphore du sol. Si vous mettez beaucoup d'engrais phosphatés, la mycorhize va devenir paresseuse. On doit utiliser rapidement après l'achat. Le produit perd de son efficacité s'il est soumis à de grands écarts de température. On a déjà parlé de ça aussi. Donc, on ne met pas la mycorhize normalement dans le cabanon, surtout on ne la laisse pas là pour l'hiver. Donc, on est mieux de mettre ça dans un endroit où c'est plus tempéré, plus égal. Et c'est compatible avec pratiquement toutes les plantes, sauf quelques familles, comme la famille du chou ou la famille des bleuets, par exemple. Il existe 2 types de mycorhize, de l'endomycorhize pour les plantes herbacées et de l'ectomycorhize pour les plantes ligneuses. Donc, il faut bien choisir. Si on plante des annuelles, des vivaces ou si on prépare un potager, on va acheter de l'endomycorhize, alors que si on plante une haie de cèdre ou des arbres, on va acheter de l'ectomycorhize. Les deux contenants sont bien identifiés normalement dans les jardineries. Quantité et coût, un pot de 425 grammes coûte environ 12 $ et permet de mycorhizer 12 plantes dans des pots d'1 gallon, 6 plantes dans des pots de 2 gallons ou encore des petits pots de vivaces de 4 pouces. On pourrait faire avec un contenant de 425 grammes, on pourrait mycorhizer environ 36 vivaces. Note, appliquer des mycorhizes lors de la plantation d'une plante vivace dans un pot de 4 pouces coûte moins de 40 sous et la plante va profiter des mycorhizes pour le reste de sa vie. Donc, mycorhizer des annuelles, oui, on pourrait, à la limite, il en reste un peu dans le sol pour la culture suivante, mais c'est surtout intéressant pour des vivaces, parce que la plante mycorhizée, elle va être mycorhizée à vie. Donc, ça coûte un peu de sous, mais la plante va en profiter pour toute la durée de sa vie. Ceci vous permet donc de compléter vos notes de cours pour la leçon 6 sur les économies d'eau.